Je m'appelle Stéphane Gay. J'opère avec Édith Bonneau, le site Érable et Chalumeau. Et puis, vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fêtes, puis les menteurs. On se lève de bonne humeur, puis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, ici Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, c'est sûr que je voulais, comme à tous les épisodes, je voulais vous parler de Patreon. Ben oui, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois pour écouter des podcasts en exclusive sur la formule payante et aussi ça encourage aussi une production de podcasts complètement indépendante. Et pour ceux qui l'écoutent via Spotify, Apple et toutes les autres plateformes, la plupart, vous pouvez aller mettre une note. Ben, profitez-en et aller mettre une belle note de 5 étoiles. Fait que ça va permettre au podcast d'être plus facilement recherché dans les moteurs de recherche. Hey, cette semaine, je suis avec quelqu'un que vous avez certainement déjà vu à la télévision. J'étais avec Stéphane Gay, le biologiste qu'on voyait souvent dans Un chef à la cabane. Et puis aujourd'hui, il opère Érable et Chalumeau. Salut Stéphane! Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, quand le printemps arrive, ça peut pas aller mal. Oui, c'est vrai, on est pas mal. Là, on est aujourd'hui au mois de février, début février. Le temps des sucres s'en vient, comme chaque année, c'est pas une nouvelle. Fait que, là, ça va être ta grosse période. C'est ma plus grosse période de l'année pour moi aussi. Là, on a 17 000 en taille de notre bar. Fait que c'est pas les battages, c'est pas les semis, c'est vraiment rendu le temps des sucres, là, ma principale saison à cette heure. Écoute, Stéphane, moi, dans les podcasts que j'aime, c'est de faire découvrir les personnalités du monde agricole. Cette semaine, c'est à ton tour. Donc, on va découvrir Stéphane Gay, le biologiste, puis le spécialiste un peu des érables au Québec. Et puis, ce que j'aime, dans le fond, c'est on va faire découvrir qui est Stéphane, les études. Est-ce que tu es venu au monde dans l'érablière ou ben non, tu étais tombé là-dedans par hasard? On va tout découvrir ça. Excellent. Good. Fait que Stéphane, tu viens de quel coin? Tu es natif de quel coin, dans le fond? En fait, moi, je viens de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est au nord de Québec, de la ville de Québec. OK, ça, c'est pas loin. C'est, voyons, la grosse cathédrale, là. C'est un peu dans ce coin-là? C'est plus au nord encore. En fait, si vous connaissez le lac Beauport, c'est un petit peu plus au nord que le lac Beauport. OK. C'est un secteur où il y a quand même beaucoup d'érables. Moi, je suis né, à l'époque, c'était un tout petit village très forestier. Puis, j'ai été entouré d'érables toute ma jeunesse. Mais, à l'époque, comme il y avait énormément de neige, il n'y avait presque personne qui faisait des sucres à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ah ouais? Parce que quand il y a 2-3 mètres de neige à chaque année, tu ne fais pas les sucres à chaudière. Non, c'est pas trop plaisant pour les ramasseurs, puis surtout pour les chevaux qui ramassaient l'eau, là. C'est ça. Moi, j'ai appris à apprivoiser la forêt à ce moment-là. Mais pour la sériculture, je connaissais pas du tout ça. OK. Fait que t'es pas venu au monde sur une ferme, dans le fond. Non, pas du tout. Pas OK. du tout. En milieu forestier, plus pour s'y amuser, la pêche, la chasse, ces choses-là. OK. Puis après ça, tu es arrivé aux études. Tu as fait ton secondaire. Puis là, quand tu es rendu à l'université, parce que biologiste, là, c'est pas un cours de cégep, là, on s'entend. C'est plus un cours universitaire. Oui. C'est ça. Ouais. En fait, j'ai fait mon cours à l'Université Laval. OK. Et puis, j'ai commencé à connaître l'érable via un professeur qui s'appelle Serge Payette, qui, lui, travaillait dans une érablière, l'érablière de Tantaré, qui était une érablière vierge. Puis j'avais travaillé sur la croissance des érables. J'avais commencé à regarder ça un peu plus en détail à ce moment-là.
Et puis, j'avais un intérêt, mais vraiment très marqué pour cet arbre-là. Là. Tu sais, ça, c'était clair que j'aimais l'étudier, on va dire ça de même. Puis, c'est pas à l'université comme telle que j'ai pris le goût à la sériculture. L'écologie de l'érable, oui, mais pas dans le contexte de la sériculture, vraiment dans le contexte des conditions de croissance. Mais la sériculture, c'est un peu un hasard, on va le dire. Moi, j'ai rencontré mon épouse Edith Bonneau à l'université. Puis un jour, Edith, elle a eu envie d'avoir un élevage de chèvres. OK. Puis là, on s'est acheté notre première ferme. Cette ferme-là était à Frampton, et puis dans la Beauce. Et on a rénové les bâtiments pour accueillir des chèvres, tout ça. On a monté une chèvrerie. Et puis, sur cette terre-là, il y avait une petite érablière de 1500 entailles qu'on faisait à la chaudière. Et puis, ça a été la piqûre instantanée. Là. De travailler tous les jours pour le lait, tout ça, on a trouvé ça extrêmement exigeant. Tu sais, pour des gens qui n'ont pas été élevés sur une ferme, ça peut être quelque chose qu'on trouve très prenant. Nous, on a trouvé ça très prenant là, de dire que samedi, dimanche, tu ne peux jamais aller nulle part à 100% parce qu'il faut que tu reviennes pour traire les chèvres. Mais la portion acéricole, ça a toujours resté. Là. On n'a jamais été capable de se départir de notre piqûre puis le goût de faire des sucres. C'est ça, mais c'est pas 365 jours par année comme les chèvres. Non, mais aussi, tu sais, tu peux avoir des fins de semaine beaucoup de fois dans l'année. Oui, c'est ça, c'est pas pareil. C'est pas le même mood. Là. Non, c'est ça. Puis tu vois, nous autres, naïvement, à l'époque, hein, on a enlevé la tubulure dans l'érablière pour mettre des chaudières. Ah ouais. Ça montre un peu comment on avait imaginé un peu. Il aurait fallu changer la tubulure, elle était trop endommagée, puis on a plutôt choisi de s'acheter des chaudières, puis de faire ça à chaudière à l'époque. Là. Ouais. Donc, Puis on parle dans quelles années à peu près? écoute, on doit être plutôt en 80. On doit être en 93, là, en 1993-94. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, la tubulure, c'est pas celle d'aujourd'hui. Là. Fait que la tubulure réglisse, puis les pompes, c'était pas trop performant, tu sais, puis on part de loin Non. quand même. Là. Oui, on part de loin, mais quand même, à ce moment-là, c'est ça qu'on avait le goût. Là. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est de là qu'est venu le goût. Mais ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que moi, comme biologiste, puis qui avait beaucoup lu sur l'érable à sucre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'informations sur l'acériculture. Parce que oui, il y avait de l'information à l'époque, comment percer un trou, tout ça, mais pas sur l'arbre lui-même. OK. Je m'étais énormément intéressé à l'érable, puis à comprendre le mécanisme de coulée, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'écoutais la radio, j'étais dans la Beauce, puis là, il y avait une annonce, ça disait que le syndicat des producteurs de bois de la Beauce voulait faire un guide d'aménagement des érablières. J'appelle tout de suite, j'ai dit, écoute, moi, je peux vous faire ça. C'est de même que j'ai commencé vraiment là, à la vulgarisation en acériculture, c'est avec la rédaction de ce premier petit guide d'aménagement de l'érablière. On parlait d'entaillage là-dedans. J'avais été fréquenter Gaston Allard du Centre à serre à l'époque pour regarder les blessures d'entaille. Ça se parlait déjà. J'étais très préoccupé par les blessures d'entaille, puis la survie de l'érable. Tu sais, c'est vraiment ça, là, moi, qui m'intéressait le plus. Donc, j'avais approfondi ça quand même pas mal. Là. Puis suite à ça, vu que j'avais beaucoup côtoyé les gens du Centre à serre, ben, ça m'a amené à aller travailler au Centre à serre. À Donc, Saint-Barbe. C'est à côté de Victo, je pense. À l'époque, il y avait un bureau à Québec. Moi, OK. moi, je partais de la Beauce à tous les jours pour aller travailler à Québec. Écoute l'horaire, ça avait comme pas de bon sens. Je me levais le matin, j'allais traire les chèvres. Après ça, je partais, j'allais travailler. Puis, quand je partais travailler, je partais pour Québec à 7 heures. Je revenais vers 6 heures, c'était la deuxième traite. Puis là, après ça, ma journée finissait. C'était quand même assez intense, on va dire, comme période. Mais
moi, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant là, d'avoir la chance d'approfondir l'érable. Écoute, en 98, il y a eu le verglas. Moi, je suis rentré au Centre Serre un peu au travers du verglas, les analyses de données de croissance des arbres, les projets. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis beaucoup d'autopsies d'érable que j'ai faites. Donc, ça m'a permis de comprendre encore mieux les blessures d'entaillage. Fait que, tu vois, j'ai vraiment, là, j'ai passé quand même un 5 ans au Centre Serre. Puis, après ça, j'ai poursuivi plutôt au niveau des équipements. OK. Parce que ça, c'est en janvier 98, le verglas. Je me souviens qu'il y avait Ouais. des têtes d'arbres. Tu sais, il y avait des érablières Ah, qui étaient carrément, là, pas scrap, là, mais quasiment, là. Pas ouais, entaillable ouais, cette ouais, année-là, ça, ouais. c'est sûr, là. Oui, oui. Puis tu sais, on a, le verglas, ça nous a permis, nous autres, tu sais, comme personne, tu sais, je me rappelle beaucoup les discussions qu'on avait avec Gaston Allard. Puis, à un moment donné, on analyse les résultats. Puis là, ben, ce qu'on avait, nous autres, c'est la production du monde avant le verglas, puis après le verglas. Puis là, tout le monde produisait plus après le verglas parce qu'ils ont changé de tubulure. Tu sais, à l'époque, la tubulure était. Le monde n'avait pas fait les mises à jour de tubulure. Tu sais, la plupart avaient des raccords qui fuient, puis des affaires qui Oh fuient. oui. Puis là, tout d'un coup, ils se ramassaient avec une tubulure neuve. Ça veut dire, même avec des arbres complètement dépouillés, OK, des arbres complètement dépouillés, ils produisaient plus avec une nouvelle tubulure qu'avant avec toute la tête de l'arbre. C'est pour montrer à quel point la tubulure, c'est quelque chose d'absolument important pour la récolte. C'est vraiment, tu sais, des fois, on va dire que la différence entre la chaudière et la tubulure, avant, on disait c'est 2 fois plus, mais c'est bien plus que ça. Parce que là, nous autres, quand on a compris ça, on s'est mis à travailler l'étanchéité. Puis, écoute, il y a 20 ans, on ne faisait jamais en bas de 5 livres à l'entaille quand on rentrait dans une érablière pour faire un projet. Nous Là, autres, on dit il y a 20 ans. Là. mon père, quand il a acheté en 2001, s'il pognait 3 livres à l'entaille, il était fou comme la marde. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu vois, nous autres, on faisait jamais en bas de 5. Là. À Mont-Laurier, on faisait 5. OK? Ouais, puis sans, c'était pas dur. Puis à l'époque, nous autres, le secret, dans le fond, moi je l'ai compris là, le secret, c'est quoi? C'est que même si on avait des chalumeaux à l'époque qui n'étaient pas spécialement étanches, là, on va le dire, mais on passait tous les jours faire les fuites. On tolérait aucune bulle dans le tubulure. OK, aucune bulle. Ouais, aucune bulle qui voyage vite, mettons, là. Non, non, aucune bulle. Je t'ai bien dit, aucune bulle. OK, il faut que ton tuyau soit Et, juste de l'eau. et depuis ce temps-là, je ne tolère aucune bulle dans ma tubulure. Ah, ouais. Ouais. Ben, chronique. Parce que moi, des fois, OK, Puis, tu vois, puis- l'eau, puis elle si tu as voyage pas, des il n'y a bulles, rien qui bouge. si tu as des bulles, tu as des fuites. OK? Fait que là, tu ne te poses pas de questions. Tu as des bulles, tu as des fuites. Ah, OK. Moi, je regarde Y a plus pas la de... vitesse, là, quand ça voyage pas partout. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de fuite. Ouais, ben, il n'y a rien qui bouge vite. C'est ça qu'on peut dire. Hein. Pas assez pour. Mais chaque fois que tu vas voir des bulles dans tes chutes, hein, c'est clair que ça provient d'une fuite de ton chalumeau. Ah, peut-être. Puis là, ben là, chaque fuite au chalumeau, ben, fait rentrer de l'air, fait rentrer des pathogènes dans l'entaille, hein, parce que nos entailles se contaminent beaucoup par les fuites. Fait qu'on on avait quand même compris que ça faisait sécher les entailles plus vite. Puis Ouais, qu'à chaque fois qu'on réussissait à ne pas avoir de bulles, ben, ça coulait vraiment plus. En tout cas, j'ai appris beaucoup, j'ai appris énormément. Ça a été un moment où on a eu beaucoup de fun. Les techniciens étaient extrêmement compétents. Là. Fait que c'était vraiment agréable. Là. OK. Ah, parce que, monsieur, c'est ça, 98, nous, on n'avait pas encore l'érablière à ce moment-là. Mais d'autres, chez nous, on était comme. Tu sais, on était à Nicolette dans ce coin-là. On avait eu du verglas, mais on n'a pas eu les dommages qu'il y avait eu, mettons, plus vers Drummondville puis en montant vers Oui, oui, Saint-Hyacinthe. oui. Là. Ah, écoute, oui. La Montérégie a été touchée, mais de plein fouet. Et si bonac, maison. Maison. Ouais.
Puis là, c'était en 98, donc là, tu étais au centre à serre encore à ce moment-là. Puis, Non, mais moi, je suis rentré dans ces années-là. dans Moi, ces je suis années-là. rentré tout de suite après le verglas. Là. 1 an ou 2 après le verglas. Là, je ne me souviens plus de la chronologie précise, là, mais ouais, c'est ça. On était pas mal dans ces périodes-là. OK. Puis là, tu as eu ton diplôme. Là, ça fait longtemps que tu avais ton diplôme de biologiste. Là. Oui, oui, Ouais, oui, c'est oui, ça. oui, 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 oui. Non, moi, j'étais un étudiant en biologie qui s'était intéressé beaucoup aux mathématiques, en fait. OK? Étonnamment, ma spécialité, là, si j'avais à dire, j'ai une spécialité, c'était plus les biostatistiques, la biométrie, vraiment, moi, les maths, la modélisation, c'est ça que j'ai fait en gros. Là. J'ai fait beaucoup de modélisation. Là. Puis, quand j'ai terminé mon bac, en fait, j'ai eu à développer un modèle mathématique pour qualifier l'habitat du lièvre d'Amérique. C'est le premier contrat que j'ai fait dans ma vie. Là. OK? Développer un modèle mathématique pour qualifier un habitat. Donc, tu vois comment ça m'orientait déjà vers. C'est pour ça que tout au long de ma carrière de biologiste, j'ai souvent travaillé en modélisation. Moi, j'essaye de ramener tout ce qu'on trouve à un modèle mathématique. C'est le même, tu sais, si tu as vu l'entaillage à 3 niveaux que Ben, c'est ça, je m'en allais te j'avais poser comme fait. question, là. Oui, bon, mais c'est parce que moi, tout aboutit par des chiffres. Fait que là, moi, ici, là, moi, une saison des sucres, là, c'est plein de chiffriers Excel. Fait que là, je vais avoir un chiffrier Excel qui va suivre le suivi de vide, la différence entre le vide en tête de ligne versus en tête de chalumeau. Après ça, les pressions dans l'arbre. Après ça, moi, là, tout est mathématique ici. C'est c'est ça. Fait que moi, en fait, c'est moi ça. Je suis quelqu'un qui aime vraiment, vraiment tout ramener dans des modèles. OK. Là, après ça, bon, tu étais au centre à serre. Au centre à serre, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Parce que le centre à serre, dans le fond, on va expliquer un peu c'est quoi. C'est un peu un centre de recherche au C'est niveau de la pas un peu. sériculture. C'est pas un peu. C'est C'est- le meilleur centre de recherche sur la sériculture. OK. On pourrait dire que c'est le plus complet, le plus. Donc, c'est le centre de recherche acéricole du Québec. C'est le seul centre qui a toujours des gens qui travaillent juste sur la sériculture. Tu as des universités qui vont travailler sporadiquement sur certains projets, mais eux, c'est des gens qui ne font que ça. Là. Que ça. Parce que souvent, quand on a des études, il y en a qui arrivent du centre à serre, mais il y en a d'autres aussi qui arrivent quand même pas mal de l'Université du Vermont. Oui, ouais. Ça intrigue beaucoup de monde. Là. Oui, Ouais, ça intrigue beaucoup de monde. Pourquoi? Ce qui est important, là, puis là, moi, je prêche pour le Québec, là, OK? Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore lire des articles scientifiques. OK? Bon, ben, écrire un article scientifique, c'est un processus extrêmement rigoureux, qui est très long, qui n'est pas facile. Puis les données que tu mets dans ton article scientifique, ben, ils ont besoin d'être bonnes. Alors qu'au Vermont, eux, ils vont souvent publier des tests. Moi, là, je fais des capsules, je fais des tests. Je ne fais pas des articles scientifiques avec ça. Là. non, 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 Okay? non, c'est un Je test, fais là. je fais un test, puis bon, mais l'Université du Vermont ne fait pas souvent des articles scientifiques comparés au Centre Serre parce qu'ils font des petites recherches, toutes petites, sur un nombre d'arbres très limité, puis souvent, ils ne veulent rien dire, leurs résultats. Puis je dis souvent, là, j'essaie d'être poli, là. Fait que souvent, les gens qui me sortent ça, que hey, au Vermont, sont bien plus actifs, ouais, peut-être qu'ils ont l'air plus actifs, mais ce qu'ils font ne nous aide pas tout le temps. Peut-être, je vais te donner un exemple simple. Moi, le chalumeau check valve, là, okay, qu'eux autres, ils parlent autant au Vermont, là, ben, nous autres, on a travaillé là-dessus au Centre à Serre il y a plus de 20 ans. Puis on était arrivé à la conclusion que ça ne servait à rien. OK. Okay? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ton chalumeau, il a beau être check valve, mais les micro-organismes, ils rentrent par les fuites du chalumeau. Donc, ils arrivent en arrière de la valve. Il arrive de l'autre bord, là. Ils arrivent de l'autre bord. C'est le principal point d'entrée des micro-organismes. C'est le chalumeau, l'eau qui ruisselle quand il pleut, imagine-toi. Si tu as une fuite, ça rentre tout en dedans avec toutes les levures qu'il y avait sur l'écorce. Donc, le premier lieu de contamination,
c'est l'aspiration. Fait que là, ton check valve, il sert absolument à rien. Mais tu vois, le centre à serre, eux autres, ils en ont fait une vraie étude sur le check valve. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le chalumeau, ils ont regardé, est-ce que c'est contaminé à l'intérieur? Puis le résultat, c'est qu'il est contaminé à l'intérieur. Donc, il n'a pas empêché les bactéries d'entrer dans l'entaille. Mais là, aujourd'hui, il y a une compagnie là, qui essaie de leur pousser bien gros, le chalumeau check valve. Mais le chalumeau, c'est pas le même qu'il y a 20 ans non plus. Ah, il y a 20 ans, non, mais moi, celui que j'ai testé, là, c'était même pas un chalumeau. On mettait carrément, tu connais les pièces industrielles Swedgelock, là? OK? On mettait carrément un Swedgelock dans l'arbre, là. Ah ouais? Ah ouais, 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 carrément, là. C'était encore mieux que ce qui existe aujourd'hui, là. OK? Mais, comme je t'explique, ça rentre par les côtés. Oui, oui, non, c'est ça. Ça rentre par les côtés. Donc, la contamination de l'entaille, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire que le check valve, c'est important pour la contamination de l'entaille. Bien, ça n'aide pas nécessairement pour la contamination de l'entaille parce que ça rentre par en arrière. Ça rentre par l'autre porte. Ça rentre par la grande porte. Puis l'autre affaire aussi, pour que le check valve reste collé, ça prend un vacuum dans l'arbre pour tenir la bille. Une minute qu'il n'y a plus de pression, le check valve, lui, s'il y a de l'eau qui va y aller, on va y aller pareil. Ben oui, oui. Puis anyway, c'est pas. Comment je dirais ça? Je connais des gens qui font des super productions, puis c'est pas ça qu'ils ont. Non, c'est ça. Puis c'est un outil parmi tant d'autres, mais comme on dit, tu sais, des fois, les seuls qui ont fait une vraie étude dessus, OK? Ben, leur étude, les gens ne l'aiment pas, ils n'en parlent pas. Mais probablement aussi, ben, c'est que l'étude aussi, quand tu fais une vraie étude, elle est compliquée. C'est plus ardu à lire. C'est pour ça que nous autres, souvent, on va faire des capsules, même sur des articles du centre à serre. On en utilise énormément dans ce qu'on fait parce qu'ils ont une super belle valeur. Fait qu'on n'est pas gêné d'utiliser ce résultat-là, tandis que ce qui vient du Vermont, on le trie beaucoup, on le trie fort, puis ça va arriver des fois qu'on va mettre un petit bémol. Là, on va dire, mais une fois de temps en temps, il en sort un très bon. Là, mais ce n'est pas tout ce qui sort de là qui a été fait avec la même rigueur que le centre à serre. Parce qu'il y en avait une étude, je pense, qui venait du Vermont. Puis si je me souviens bien, tu l'avais même essayé à un chef à la cabane. C'était de couper un arbre puis de mettre des chalumeaux dessus. Là, à un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui m'avait dit aux États-unis, les autres, ils récoltent du sirop tout de même. Ben non. Minute, là. Ouais. Non, c'est un essai que des gens ont fait, qui a une valeur, mettons, dans une plantation que tu voudrais éclaircir. Fait qu'avant de l'éclaircir, tu vas commencer à récolter dans une plante. Tu sais, plutôt que d'attendre 50 ans que tes arbres soient assez gros, tu en plantes beaucoup, puis là, à mesure que tu en enlèves, ben, tu peux récolter. Donc, tu peux peut-être commencer à récolter, je ne sais pas, 20 ans d'avance, là, tu sais. Puis commencer à t'installer, puis ça tenait dans ce contexte-là, mais sinon, ça ne tient pas la route, là, tout ça. Là. Ben non, tu vas scraper ta production. Ouais, on bat toutes les arbres, ça, puis on siphonne ça par le dessus. Voyons donc, ça marche pas, là. Non, ça ne marche pas. Mais c'est drôle. C'est vraiment drôle. Ouais. Non, mais c'était le fun de voir que tu fasses des essais de ce genre-là, un peu qui sortent au bout de nulle part. On va l'essayer. Monte ça à la TV, ça ne marchait pas plus qu'il fallait, là, mais tu sais. Ben non, mais c'est pas facile, là, tu sais, de la rare d'étanche un dessus de branches coupées. Là. Mais tu vois, moi, c'est ce que j'aime faire. T'sais. J'aime essayer n'importe quoi. J'adore ça. Good. On essaye, nous autres, chez nous, on essaye plein d'affaires. Fait que là, quand tu étais à l'emploi du centre à serre, tu n'avais pas encore d'érablière, là. Ben, tu travaillais dans le domaine. Moi, mais tu étais encore à Frampton, c'est vrai. Oui. J'étais encore à Frampton. Puis après, moi, j'ai eu, dans mon parcours, j'ai travaillé pour un manufacturier qui est Dominion Grill. Oui. Puis, j'ai travaillé avec eux une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Là. Mais dans mon parcours avec eux, j'ai plutôt travaillé à partir d'un certain moment dans une division en environnement. Fait que j'ai quitté la sériculture pendant, pour moi, un 7-8 ans. Là. Ah oui? Oui, je travaillais en biométhanisation.
Ah ouais, Parce que chez Dominion Grim, il y a une division qui s'appelle Dominion Grim Environnement. Puis moi, j'étais avec les propriétaires là-dedans pour mettre en place des systèmes de biométhanisation, une technologie qu'on avait pris en Europe. ah ouais, parce que là, ça commence à aboutir un peu des systèmes de Oui, bio. ça commence à aboutir, mais là, moi, je suis plus là-dedans. Là. Tu sais, moi, je suis. En fait, c'est là, ça a été une grande parenthèse. Puis, j'avais fait aussi, quand j'étais chez Dominion Grimm, un autre guide d'aménagement. Ça s'appelait L'érablière sucrière, écologie, entaillage et aménagement. Ça s'appelait comme ça. Puis, ça a été quand même un bon succès comme livre. Et puis, Martin Picard avait lu ce livre-là. OK. Et puis un jour, quand Martin Picard, le chef cuisinier qu'on a vu Un dans chef à la cabane. on va le mettre dans le contexte, pas tout le monde qui sait c'est qui. Alors, lui, il avait lu ce livre-là. Moi, je connaissais Martin Picard parce qu'il faisait une émission à la télévision qui m'intéressait. Ça s'appelait Martin sur la route. Moi, la chasse, la pêche, ces affaires-là, j'aime beaucoup ça. Puis je trouvais ça intéressant, toute la démarche d'aller cuisiner dans des conditions pas possibles, on va dire. Mais, et puis, un jour, il m'appelle. Il avait eu mon numéro par Dominion Grimm. Puis là, il dit, hey, moi, je lis ton livre, j'aime ça. J'aimerais ça. Il dit, si tu pouvais faire un chapitre dans mon livre de cuisine, La cabane aux pieds de cochon. Bon. Je dis, oui. Je dis, ça m'intéresse. Il voulait faire un chapitre qui parlait du sirop d'érable. C'est quoi du sirop d'érable? Parce que son livre se destinait à la planète au complet. Hein. Oui. Basé sur le sirop d'érable. Oui, basé sur le sirop d'érable. Et puis, écoute, moi, j'avais dit, OK, go, on fonce. Puis moi, je travaillais déjà beaucoup avec mon épouse, Edith Bonneau. Puis on avait écrit le chapitre ensemble. OK. On avait écrit le chapitre ensemble. On a développé avec le temps une façon de travailler en équipe, moi et Edith. Donc, on travaille de concert depuis vraiment très, très longtemps. Et puis, on fait le chapitre. Puis, écoute, le livre de cuisine a gagné meilleur livre de cuisine au monde. Là. Puis, ça m'a permis de rencontrer Martin Picard, un gars que je trouvais extrêmement sympathique. Et puis, un jour, il m'invite chez eux à la cabane. Et puis, il dit, ça serait le fun. Il dit, on allait manger au restaurant un soir. Puis, c'est là qu'il m'a dit, il dit, écoute, on va faire une émission. On va s'appeler Un chef à la cabane. Puis, il dit, moi, je te vois. Il dit, venir faire une intervention sur... il dit, je ne me vois pas expliquer la sériculture. OK. Il dit, on peut pas l'expliquer. Puis, il dit, je ne me vois pas, moi, le faire. Fait que je dis, OK. Fait que là, il me dit, tu viendras en réunion de production. Fait que là, je me rends. La boîte de production, c'est Attraction Image qui produisait Un chef à cabane. Et puis, j'arrive là, à la première réunion. Il y avait 10 grands panneaux sur le mur, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, je dis à la responsable, j'ai dit, écoute, moi, je suis dans quel? Ben, elle dit, t'es dans tout. Moi, je n'avais pas compris que je serais dans tout, tu sais, parce que pour dire, je n'étais pas sûr d'avoir le temps d'être dans tout. Mais quand même. Et puis, ça m'a ramené complètement en acériculture. OK, c'est ça qui t'a ramené en acériculture, là. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est drôle ce qui m'a ramené parce qu'en fait, moi, écoute, j'avais jamais arrêté de suivre l'évolution, puis tout ce qui se passait, puis lire les articles scientifiques, j'ai jamais arrêté ça. Mais là, de venir l'expliquer à la télévision, puis surtout de me rendre compte que, mettons que je donne un exemple, Martin Picard ne faisait pas 3 livres en entaille. Okay? J'arrive chez eux, moi, avec l'expérience que j'avais déjà, je regarde les arbres, je dis, écoute, moi, là, si je ne faisais pas 6 livres, je pleurerais. Mais là, lui, à l'époque, il ne croyait même pas que ça se faisait 6 livres, là, tu sais. Fait que, on commence comme ça, puis il a monté vite, là. Parce qu'il y avait des pentes inverses, il y avait des fuites, il y avait un mauvais entaillage, il y avait toutes sortes de petites choses comme ça. Sauf qu'on
peux comprendre une chose, moi, je ne connaissais pas le pouvoir de la télévision. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télévision, donc je ne connais pas son pouvoir. Et puis, le samedi matin, ma grande activité, c'était de refuser des amis sur Facebook. Et puis par centaines. Oui, j'imagine, oui. Par centaines, des acériculteurs qui ont vu ma face sur Facebook. Là, j'ai dit, il faut que j'enlève ma photo. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je peux pas. Puis c'est drôle parce que c'est Edith, mon épouse, qui me dit, elle dit, tu peux pas aller à la télévision puis te fermer complètement tout ça. Tu sais. Elle dit, tu crées quelque chose, puis fait que là, elle dit, tu devrais t'ouvrir un compte Facebook professionnel. Puis là, j'ai dit, bonne idée. On a appelé ça Stéphane Guy biologiste. Parce que c'était ça mon personnage. Dans le fond, à la Oui. télévision, il m'appelait Stéphane Guy biologiste. Donc, on a mis Stéphane Guy biologiste. Puis ça me décrit bien. Ça ne peut pas me décrire mieux que ça. C'est ça que je fais. Puis c'est le même que je vis comme biologiste. Alors, écoute, on ouvre la page. Puis là, du monde qui s'abonne. On avait déjà que spontanément, on a eu quasiment 5000 amis d'un coup. On fait une petite vidéo, 5-6 000 vues. On était là, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je n'avais toujours pas compris, à part que quand je faisais l'épicerie, le monde venait me dire salut. Là. Mais je n'avais pas compris le pouvoir de la télévision. Tu n'avais pas compris que l'émission t'a vraiment écouté, là. Moi, je n'avais pas compris exactement ça. Ouais, c'est en plein ça. Puis surtout que c'est une émission qui a touché beaucoup les gens de la campagne. Hein. Oui. On se retrouve un peu. On ne se retrouve pas souvent dans les émissions de télévision hein, comme producteur agricole. On n'a pas une grande place. Hein. On ne peut pas dire qu'on. Moi, souvent, je m'amuse à dire quand on voit de l'agriculture à la télévision, c'est parce que c'est du monde de la ville qui sont allés en campagne. On ne voit pas du monde de la campagne on n'en voit pas beaucoup à la télévision. Là, fait que là, je me suis dit, écoute, le monde se retrouve, c'est le fun. Puis, mais de fil en aiguille, là, à un moment donné, voyant le nombre de vues qu'on avait, écoute, on était des 100 000 vues, là, des 100 000 vues sur nos capsules qu'on mettait. Alors, il y a un manufacturier qui rentre en contact. Il dit, moi, j'aimerais ça placer de la pub sur votre page. Puis là, je te mentirais pas. Nous autres, on a fait ça pendant 1 an de temps. Okay? On a arrêté de travailler le vendredi, moi et Edith. On s'est dit, on se paye ça. Le vendredi, on ne travaille plus, on fait des capsules. OK. On s'est occupé un petit peu pour s'amuser. Mais là, à ce moment-là, tu n'étais plus à l'emploi de Dominium Ingrim. À mi-chemin. À Je mi-chemin? faisais encore des contrats. Je faisais encore des contrats pour eux, mais j'étais plus contractuel. OK. Parce que quand tu as lancé, mettons, la page Érable et Chalumeau, tu avais plusieurs commanditaires, mais là, tu n'étais plus à l'emploi de Dominium Ingrim, là. Non. OK, c'est ça. Non, c'est ça. Là, on était encore dans la page Facebook. Stéphane Guy, biologiste. OK. Et puis, on fait ça ensemble, moi puis Edith. Puis, on se rend compte qu'il y a une possibilité qu'on ne fasse pas ça, qu'on ne paye pas, parce que là, on était rendu qu'on payait. On perdait chacune journée de salaire par semaine. Puis plus on payait les dépenses de tout ça. Oui. Tu sais, quand même, tu sais, à un moment donné, si tu te mets le chiffré, là, c'était quand même gros, là, le don qu'on faisait. Là. Et puis, le manufacturier qui est rentré en contact, c'était H2O, on va dire. C'est H2O qui nous ont demandé une rencontre, puis on s'est entendu. Puis nous autres, de base, on n'est pas du monde qui aime être dépendant. Tu mets tes vidéos sur Facebook, demain matin, Facebook dit à partir d'aujourd'hui, pour regarder vos vidéos, on va vous charger 2 piastres par mois par vidéo. Ça peut arriver. Fait qu'on a tout de suite décidé de faire notre propre site Internet, Érable et Chalumeau.
Et ce site-là, il est hébergé. On a un hébergeur à Montréal là, dans un serveur dédié qui a toutes nos vidéos. Ils ne sont pas sur YouTube, sont vraiment hébergés par nous. On paye l'hébergement de tout ça. Là. Puis comme ça, de même, on n'a jamais de surprise. Puis ça nous appartient. On ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre. Fait que ça. Là, puis tu sais, c'est drôle parce que tu savais comment c'est, tu sais, dans la vie de trouver des noms, là, un nom pour quelque chose. On ne savait pas comment appeler ça. Tu sais. Ouais, avant de trouver érable et chalumeau, tu veux dire? Oui, avant de trouver. Tu sais, il y a tellement d'affaires en acériculture. Elle sert ci, elle sert ça. Elle sert plus à rien. Ou, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis Edith, un matin, elle me dit, hey, elle dit, je l'ai trouvé. Elle dit, érable et chalumeau. Je suis vendu. Ça peut être compliqué, hein, tu sais, ça peut pas être plus simple. On va toujours avoir des érables, puis je pense que ça va toujours prendre des chalumeaux pour faire la sériculture. C'est là que c'est parti. Là, ça fait 7 ans qu'on fait érable et chalumeaux. Quand même, déjà C'est 7 ans. Oui, vraiment. Puis on a la chance d'avoir un réseau de gens extrêmement polis. Moi, je suis toujours surpris de voir comment les gens sont gentils. On a des beaux commentaires, c'est constructif. Quand on a des questions compliquées, une fois de temps en temps, il y en a tout le temps. Là, mais non, pas. Nous autres, on a été agréablement surpris du contact qu'on a avec les gens. On les apprécie énormément. Là. Puis ils sont là tout le temps. Là. Ils nous lâchent jamais. Non, mais tes capsules sont intéressantes, par exemple. Moi, en tout cas, on les suit. Là, moi et mon père, on les suit, puis on aime bien ça. Là. C'est super intéressant. Là. C'est constructif. Écoute, ça vient aider à tout le monde. Là. hey, puis les sujets, là, c'est la communauté qui nous les propose. Hein? À un moment donné, là, quand ça fait 20 fois qu'on répond à la même question, on a dit, ouais, là, il y a une capsule. Là. C'est clair, on ne l'avait pas vu, mais il y a une capsule. Là. Il y a clairement une capsule. Puis c'est un beau moyen pour nous de venir complètement, comment je dirais ça, combler le besoin qu'on a de se poser des questions. Moi mon cerveau, il n'arrête pas trop souvent. Puis j'ai toujours 20 000 questions que je me pose sur la sériculture. Puis là, j'ai du support, j'ai ce qu'il faut. Puis une fois de temps en temps, on sort une capsule, puis ça marche bien. Là. Tu sais, c'est vraiment. Là, on est dans une grosse période d'achalandage, nous autres, là, en ce moment. Là, le site est souvent en feu, on va dire. Là. Alors, il y a des journées où on peut avoir comme. Je pense qu'on a eu une journée, là, 200 000 pages visitées. Là. Et tabarouette. Non, c'est pas rien. Là. Le mois de janvier, normalement, on va dépasser 1 million de pages visitées. Là. Ah boy, tabarouette, ça va bien. Non, c'est extrêmement visité. Puis le temps de visite aussi, nous autres, quand on a commencé, il y a quelqu'un qui nous avait conseillé, il nous avait dit une capsule, c'est 30 secondes. Le monde, tu ne les auras pas plus que 30 secondes. Fait qu'il dit, dis ton message dans les 30 premières secondes. On se préoccupe même plus de ça. OK. Nous autres, là, on va faire une capsule de 10 minutes. Là. Ben, il y a 80% du monde qui vont l'écouter 10 minutes. Ils ne se rendent pas au générique, ils ne se rendent pas à mes salutations, mais ils se rendent jusqu'à la fin de l'explication. Fait qu'on est extrêmement chanceux. On a un temps d'écoute par capsule moyen de 5 minutes quelque chose. Là. Moi, j'ai des statistiques semblables, moi, avec mes podcasts. Ben oui. Le pourcentage aime ça. d'écoute, là. Le Ben oui, pourcentage d'écoute, là. Puis sur c'est le YouTube fun. aussi, j'ai ça, là, Ouais. un pourcentage d'écoute. C'est assez important, là, tu sais. Oui, puis c'est une bonne clientèle. C'est du monde extrêmement, extrêmement gentil et qui sont là. Ils sont là pour nous autres, puis on essaye d'être là pour eux autres le plus possible. Mais tu vois, aujourd'hui, nous autres, on a déménagé. Hein, cette année, ça prend un autre virage, érable et chalumeau. Là. S'il y en a qui ont pensé qu'on était un peu au ralenti parce qu'on a sorti moins de capsules,
C'est parce qu'on en prépare des grosses. On en prépare des grosses, mais en même temps, on est passé de l'île d'Orléans, nous autres, à Kinner's Mills cette Dans le année. fond, tu es passé de Frampton à l'île d'Orléans. C'est tout ça? Non, Non? t'en manques un bout. Là, non. Ouais, ben Nous, c'est. nous autres, on est passé de Frampton à Tingwick dans les Bois-Francs, OK. en passant par Québec quelques mois, là, mais ça, c'est une transition. Et puis, on est parti de Tingwick pour aller à Québec. Pendant le plus gros d'un chef en cabane, je restais à Québec. On avait OK. une petite érablière dans le bois là, que j'avais construit avec Edith. Là, puis après ça, on est allé à l'île d'Orléans. Puis à l'île d'Orléans, on est resté seulement 3 ans. Ah non, c'est ça, tu n'as pas été longtemps là. Ben non, on n'a pas été longtemps là. Puis pourtant, on pensait qu'on serait longtemps. Écoute, on a construit une cabane pièce sur pièce. Puis écoute, on pensait vraiment qu'on serait là longtemps. Mais tu vois, il y a un autre projet qui s'est présenté, un peu plus structurant pour nous. Puis nous autres, on a toujours fait nos affaires en production artisanale, par vente par nous-mêmes. Puis, là, tu vois, on a un contingent. C'est la première fois qu'on a du contingent, nous autres. Puis, on n'aura pas le temps de faire du détail. On va vraiment tout vendre en contingent. Puis, on se consacre plutôt à faire nos projets. Là. OK, OK, OK. Fait que fini la vente au détail, on fait des Fini la becs. vente au détail, en tout cas pour un grand bout de temps, parce on a trop de projets là, devant nous autres. Là. On en a vraiment pour plusieurs années. Parce que, tu vois, dans le site, quand on parlait de ça tantôt, on a eu tous les manufacturiers séricoles qui, à un moment ou à l'autre, ils ont été commanditaires de notre site. Oui. Mais en tout cas, pour ceux qui courent la publicité, ils sont au courant que c'est extrêmement exigeant là, de faire les comptes rendus mensuels, des vues, puis tout ça. Puis on était rendu, on passait quand même un bon bout de temps, puis à gérer tout ça, à un point où, tu vois, Edith là, ma conjointe, elle a quitté, elle s'est consacrée à Érable et Chelumeau quasiment depuis le début. Ça doit faire 7 ans là, qu'elle est temps plein dans Érable et Chelumeau. Moi, je suis resté dans l'énergie renouvelable jusqu'à cette année. Moi, c'est la première année que je suis 100% dans Érable et Chelumeau. OK. Tu étais dans l'énergie Ouais. renouvelable. Tu étais encore contractuel pour Dominion, Ouais, non? non, mais j'étais à l'emploi d'une firme d'ingénierie, Groupe Génétique. C'est ceux qui ont fait le projet de Warwick. Là. Donc, moi, j'ai été derrière ce projet-là Ah, là, pour les dans éoliennes? plein d'aspects. Non, la biométhanisation. Ah, OK, 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 OK. Projet de Ouais, c'est. biométhanisation, ouais. Moi, j'ai fait ça, écoute, Comment ça s'appelle? C'est genre, pas Coop Agro Warwick? ouais, Coop Agro-Énergie Warwick. OK, c'est beau. Oui, c'est ça. Bon, ben, moi, j'ai été là au montage. J'ai travaillé même pour la coop Carbone un certain temps. Après ça, pour Groupe Génétique. Après ça, comme contractuel. Puis c'est cette année, nous autres, il y a 2 ou 3 ans, il y a 3 ans, à un moment donné, on a rencontré un problème avec notre site, tu sais, qui était, là, tu te construis une nouvelle cabane, puis là, il faut que tu mettes tous des équipements neufs, puis là, tu es commandité par tout le monde. Tu me vois venir, là, hein? Ouais. Là, c'est compliqué sans bon sens. Là. Oui. Tu C'est veux pas en vraiment froisser un? compliqué. Tu voudrais faire Tu plaisir à peux- tout le monde? Tout ce que tu peux faire, c'est toutes les froisser, en fait. Ouais. Puis là, on avait pris tellement d'envergure au niveau de la crédibilité qu'on a, parce qu'on fait extrêmement attention, moi, Edith, à la crédibilité qu'on a. On essaie toujours de dire des choses vérifiées, puis si ce n'est pas vérifié, on le dit, parce qu'on veut être un site fiable. Okay? On essaie qu'il n'y ait pas de fausses nouvelles sur notre site. Alors, là, c'est certain que quand on met un équipement chez nous, beaucoup de monde, dans leur tête, ça veut dire que c'est bon. Tu sais. Oui. Fait puis on sait que ça fait ça, donc on choisit nos choses avec beaucoup de parcimonie. Tu sais. On est conscient que ça a cet impact-là. On en est très conscient. Et puis, à l'intérieur des commanditaires qu'on avait, on en avait déjà un qui était
un commanditaire qui était plus facile que tous les autres, c'était les équipements Lapierre. Eux, ils ne nous demandaient jamais de compte rendu, de publicité, de quoi que ce soit. Eux autres, il y avait comme une espèce de minding qui ressemblait au nôtre. C'était si les gens ils écoutent vos capsules, ils vont devenir meilleurs. Et s'ils deviennent meilleurs, ben, c'est à nous autres d'être bons. Puis si on est bon, ils vont acheter nos équipements. Ah, Hein, Puis là, ils nous ont proposé d'acheter tous les espaces publicitaires de notre site. OK. Pour être exclusif. Ouais. C'est pas une exclusivité. On peut avoir encore des commanditaires qui sont de d'autres entreprises, mais pas des compétiteurs des équipements Lapierre. Il y a des gens qui offrent des services connexes, donc ils peuvent être commanditaires sur notre site. Mais les équipements Lapierre ont acheté, puis je dis ont acheté, puis aujourd'hui, on va plutôt parler de partenariat parce qu'on est vraiment devenu, ils nous offrent, nous autres, la possibilité d'offrir les capsules gratuitement. On n'a pas besoin de demander d'argent à personne. D'ailleurs, on n'en a pas. Nous autres, on n'a pas de financement public de quoi que ce soit. Nous autres, T'as aucune subvention. Puis... non, le seul regroupement de producteurs, mettons, même les producteurs, là, le seul regroupement de producteurs qui donne à Érable et Chalumeau, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick. C'est les seuls qui nous donnent un support financier. Là. Les PPAQ ne sont même pas là-dedans. Non, les PPAQ nous ont jamais. On a fait à un moment donné une série de 4 capsules avec les PPAQ. C'était des capsules qui étaient comme des portraits d'acériculteurs. Mais c'est la seule fois qu'on a eu un support financier. Là, mais on travaillait pour. Ce n'était pas un support comme le Nouveau-Brunswick où, comme association, on veut notre logo dans le bas, puis on est super content d'être là parce que l'information que vous nous donnez, elle nous rapporte. OK. Ouais. Fait que mais c'est comme ça. Mais là, nous autres, le fait qu'on n'ait plus à courir la publicité, on est complètement dédié là, à nos projets. Puis là, notre nouveau projet, il est encore plus motivant parce que lui, il est arrivé avec, c'est pour ça que je peux être temps plein dans Érable et Chalumeau, c'est qu'on teste des équipements pour les équipements Lapierre. OK. Fait que les autres, on a à développer des protocoles de test, à développer des choses. Comment on teste ça, tel type d'équipement? Puis on commence à élaborer là, différents protocoles. Là. Mais c'est vraiment, c'est tout nouveau pour nous autres comme façon de faire. Mais c'est extrêmement motivant parce qu'au travers de ça, on a des équipements à la fine pointe. Nous autres, on a la chance, à cause qu'on se dit qu'on veut tester un modèle, dans le fond, pour les petits producteurs d'autour de 5 à 6 000 en taille. Parce que nous, ici, l'érablière qu'on a acheté, c'était un érablière qui, au départ, avait 2 000 en taille, mais qui produisait plutôt comme une 5 000. Là. Ici, on est plus dans le salive que un beau potentiel. Oui, il y a un bon potentiel. Les érables sont beaux, mais c'est un secteur qui, normalement, coule bien, sauf la dépassée. Mais je n'étais pas là. C'est bien correct. Ah, tu vas amener de la chaleur dans le bois, Stéphane. C'est sûr. Bon, en tout cas, l'important, c'est nous autres, on aborde ça comme un peu une chance incroyable parce que ce qui nous a amené dans les faits, c'est que c'était une installation qui était neuve. Hein, et ici, ça n'a pas été construit il y a longtemps. La cabane a été construite en 2018, je pense, la maison en 2021, et on habite la cabane à sucre. Tu habites dans la cabane? Oui, moi, là, la porte qui est juste à côté, là, c'est la maison. Là. Puis ça, pour nous autres, c'était extrêmement important. Là, mon bureau est dans la salle d'évaporation. Oui, parce que là, on est sur Zoom présentement, puis là, on voit ton merveilleux champion Force 5 de Lapierre. Oui. Écoute, non, mais écoute, moi, j'aime les équipements. Là, bon, puis je pense qu'on est tous un peu pareils. Là. Moi, j'adore ça. Là, puis cette année, là, on a monté un modèle qu'on pense qui va correspondre à la problématique de plusieurs personnes qui ne peuvent pas quitter leur emploi pendant les sucres.
Comme nous autres pendant les sucres, on n'a jamais pu vraiment avoir une érablière substantielle parce que c'est le moment où il faut faire beaucoup de capsules. Oui, oui, oui. C'est la grosse période. Les gens veulent qu'on en sorte pendant les sucres. Alors, on peut pas, on peut pas être occupé à faire les sucres parce qu'il faut qu'on fasse des capsules. Tu sais, l'air de rien, une capsule, là, c'est une journée de recherche. Fait qu'on, moi et Edith, on s'installe. Nos bureaux sont côte à côte. Hein. On travaille vraiment collés comme ça, côte à côte, chacun de nos écrans. Et puis, là, on fait notre recherche. Quand la recherche est complétée, on essaie de voir cette capsule-là, on peut la faire sans faire de petits projets. S'il y a un petit projet à faire, là, c'est plus long. Là. Je ne sais pas, à un moment donné, quand on a voulu tester les vitesses de perceuse, ça, c'est long. Là, pas... Fait que là, si on est capable de faire quelque chose qui est théorique, donc on fait notre recherche, après ça, on va tourner, ça prend peut-être 2-3 heures pour le tournage, puis après ça, il y a une journée de montage. Fait que ça, c'est ce qui est le moins long. Là. Quand on produit une capsule, ça veut dire que c'est 2 jours de travail là, au minimum là, pour. Puis après ça, la mise en ligne, qui demande une demi-journée encore. Là. Puis, après ça, c'est des centaines de questions par semaine. Et je dis bien centaines de questions par semaine, et des fois, c'est par jour. Là. Puis on répond à tout le monde. Fait que, une journée, ça a l'air de ça. Fait qu'on on peut pas normalement. Fait que nous autres, on dit, nous autres, il fallait qu'on soit dans le modèle du gars ou de la femme, hein, la séricultrice, qui n'a pas le temps de faire les sucres. Puis, quand tu es en bas de 7000 en terre, tu ne peux pas payer du monde. Il ne t'en reste pas assez de payer du monde. Il faut que tu le fasses toi-même. Nous autres, on est installés ici, on a un petit silo dehors. Fait que l'eau d'érable, elle peut s'accumuler là un peu. On a une osmose qui nous permet de concentrer à 30 brix. Puis un petit ball tank. Réfrigéré. Une journée, nous autres, on va faire nos journées cette année comme si on travaillait. Ça veut dire qu'en fin de la journée, je vais osmoser. Je vais stocker ça dans mon petit ball tank, puis je vais bouillir 8 fois dans mon année. OK. Je vais choisir quand est-ce que je fais bouillir. Mais que tu as eu le temps. Là, j'ai le temps. Je vais avoir le temps, puis je vais avoir le temps de le faire comme il faut. T'sais? Fait que dans le fond, ton champion, es-tu monté 50-50? 50% de panoplie, 50% de panne plate? Non, j'ai 2 pieds de pli, puis 5 pieds de fond plat. OK, c'est parce que là, on ne voit pas le fond, là, c'est pour ça, là, c'est la... Ouais, toi, tu ne le vois pas, là, mais ouais, c'est ça, j'ai juste 2 pieds de panoplie. Là. OK. Ouais. C'est ça. Fait que là, on est tout installé comme ça, puis là, bon, on va expérimenter l'ensemble de tout ça. On a un petit système de détection des fuites, un dataset là, pour regarder si on a des fuites, tout ça, pour ne pas avoir à aller dans le bois si on n'a pas besoin. C'est toujours dans le but de dire, hey, quelqu'un qui a ça, ben oui, quelqu'un qui a ça, il ne va pas partout, là, il ne va pas courir partout, là, il n'y a pas besoin. Là. Fait que là, on est là-dedans. Mais nous autres, dans le fond, c'est qu'on va avoir toute une série de tests à faire pendant le jour. Quand on ne fait pas notre travail de sériculteur, ben nous autres, on va faire des tests. Et en plus, on va faire des capsules. Donc, on va être un peu débordé cette année. Et ça va être. On reste dans la cabane, c'est ça qui nous aide. Puis, tu vas faire un année de test avec une nouvelle cabane. Là, il faut que tu apprennes à l'apprivoiser d'une certaine façon. Il y a bien des équipements que tu n'avais pas avant. Tout. Oh oui. On a tout enlevé. Oh oui, c'est ça. Tu as tout retubé ça en eux. Pas toutes, mais les chalumeaux sont changés, les raccords sont changés. Fait que. Parce qu'il n'y avait pas les chalumeaux que j'aimais, puis il n'y avait pas les raccords qu'il fallait. Parce qu'il ne faut pas de fuite. Moi, je suis allergique aux fuites. Oui. Quand tu parles des raccords, tu veux dire les bouchons, les unions, toutes ces affaires-là? C'est les tesselles, là. Peu importe comment le monde appelle ça, là. Ouais, les manifolds, les manifolds. Peu importe le nom inventif qu'on trouve. Moi, j'appelle ça un raccord 5-16 au collecteur principal. Au même, Oui, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, ben, c'est parce que ça, c'est la pire fuite que tu peux avoir. Hein. Celle-là est mortelle. Là. Si ton raccord fuit, moi, je dis au monde, là, je dis, installe-toi chez vous, prends une paille, essaye de voir s'il y a un petit trou dedans. Puis tu vas comprendre assez vite que cette pièce-là est importante. Oui.
nous autres souvent, ce qu'on va faire en acériculture, puis la plupart des systèmes de suivi de fuite sont faits sur la base de tu regardes est-ce qu'il y a du vacuum en tête de ligne. Mais du vacuum en tête de ligne, ça ne te dit pas s'il y en a en tête de chalumeau. Non, c'est ça. Parce que du vacuum en tête de ligne, ça peut être amélioré en mettant une plus grosse pompe. Mais là, tu tires des CFM. Mais tirer des CFM, ça ne fait pas venir de l'eau s'il y a des fuites. Non, c'est ça. Fait que plus ta pompe est grosse, moins tu sais si tu as des fuites. moi, c'est souvent ça que moi, j'aime mieux gérer ça en pas trop de CFM, puis d'être étanche. Là. Ça, c'est la meilleure façon de gérer les rablières, là, pour être sûr qu'on a le maximum. Là. Mais une grosse année qui s'en vient. Là, vraiment, là, on n'est pas prêt d'ailleurs. Hein. Je vous dis tout de suite que là, on n'est pas encore 100% prêt. Demain, mercredi, on va finir l'installation du système de suivi. Il y a un petit peu de plomberie à faire. Puis, on commence à être serré. Il y a toujours de quoi faire. Tout le temps une nouvelle bébelle à rajouter dans le bois ou dans la cabane. Il y a toujours de quoi. Ouais. Oui, il y a tout. C'est sûr qu'il y a toujours de quoi. Mais là, cette année, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu repars 100% en neuf, là. Ouais, c'est ça. Puis, nous autres, on a changé non seulement on a changé les équipements, mais en plus, on a changé les équipements de place. Je sais qu'avant ça, comme les équipements à la pierre, la cabane à sucre que la famille de la pierre a, elle servait surtout de centre de recherche. Fait que oui. là, il y a encore cette cabane-là qui va servir de centre de recherche plus la tienne? Ben, en fait, nous autres, avec les équipements de la pierre, quand on a fait notre première entente avec eux, on devait développer un dispositif scientifique en forêt pour faire le suivi. Mettons, si on invente un nouveau chalumeau, des choses comme ça. Tu sais. Puis, c'était trop compliqué parce que ça demande trop de suivi. Tu sais, mettre quelqu'un à suivre ça, parce que tu ne peux pas te permettre. Mettons, tu as une fuite sur une ligne, mais ta ligne n'est plus bonne. Il faut que tu l'enlèves de ton test. Ouais. Fait que là, ça prend un système. Il faut que tu sois sûr qu'il n'y a pas de fuite. Moi, c'est ça souvent, je veux dire, quand tu as un système à juste 2 lignes, ben, si tu as une ligne qui a une fuite, une ligne qui n'a pas de fuite, ben, tu oublies ça, ça ne marche pas. Il y en a, moi, j'ai vu du monde, ils faisaient des tests avec des débitmètres. Okay? Ben, c'est parce que des débitmètres, ça compte l'air aussi. Fait que ta ligne qui a le plus de fuite, c'est celle qui va me faire marcher ton débitmètre le plus. Ah, c'est bonac, ben oui. Ben oui, hein? Fait que ça ne marche pas, là. Fait que tu dis n'importe quoi dans ce temps-là si ça ne compte pas juste de l'eau. Mais tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui font que faire un système de suivi en forêt, c'était trop compliqué pour qu'on le fasse dans un contexte d'érablière en exploitation réelle. Parce que là, tu sais, quand tu es à 130, 170 000 en taille, d'avoir un dispositif de 1200 en taille à côté qui te demande autant de temps que tout le reste, c'est pas pareil. Là. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Fait que finalement, en déménageant ici, on a décidé que c'est ici qu'on faisait le dispositif. Là. Fait que eux autres, ils continuent à faire les tests, ces évaporateurs de gros format, tout ça. Nous, on travaille plutôt sur le petit format. Notre évaporateur a un 2,5-8. Là. Mais notre 2,5-8 peut accommoder quelqu'un qui a 10 000 en taille maintenant. Là. Ben, séparé à 30 bricks, là, oui. Ah ouais, séparé à 30 bricks. Là. Puis séparé à 30 bricks, nous autres, là, c'est sûr qu'on est plus dans. On ne va pas bouillir souvent, mais on est équipé comme quelqu'un de 10 000 en taille. Là. Fait que l'ensemble de l'équipement qu'on a est calibré un peu comme un 10 000 en taille. L'osmose serait capable de faire 10 000 en taille aussi. Donc, on teste vraiment ce modèle-là là, pour voir est-ce qu'il tient la route. Parce que, dans le fond, moi, je te l'ai dit tantôt, je suis un modélisateur. Okay? Moi, je rentre une pièce d'équipement chez nous, elle se paye dessus. Puis là, je regarde toute la façon de... comment tout ça peut se... Là, imagine-toi, tu commences par regarder ton érablière. Là, tu dis, OK, si je concentre à 30, okay, ben, ça veut dire que mon évaporateur va être petit. Donc, je sauve du pied de cabane. C'est l'air de rien. Là. Moi, ici, la cabane à sucre, là, je viens de l'allonger un petit peu pour me faire un garage. Okay? Et puis,
elle me coûte 2500 du pied linéaire. OK. OK? Fait que mon évaporateur, là, qui prend 8 pieds de moins que celui qui était là, OK? Ben, il me sauve 8 fois 2500 pièces de grandeur de cabane, parce qu'il aurait fallu que j'allonge, moi, là. Oui, c'est ça. OK? Fait que là, on est rendu là, dans le fond. On est rendu là en acériculture à tout compter. Si ça me permet de faire une cabane plus petite, ben, il faut que je le compte. Fait que là, l'évaporateur est plus petit, donc il coûte moins cher. Fait que ton osmose, qui est plus cher, te fait tellement sauver qu'il est gratuit à la fin. Parce qu'il te fait sauver du bois. Ben oui. Il te Ben fait surtout sauver du bois, il ces te fait sauver du modèles-là, là. carburant. Les Ah, F... ah ouais. Fait que, bon, les, mais tu vois, il te fait sauver du temps de travail. Il te fait sauver du temps de travail. Tu sais, à la fin, il y a des morceaux qui sont extrêmement payants. Puis moi, j'aime ça le compter. J'aime ça, comment il a coûté, combien il va coûter opérer, puis tout ça. Moi, je tiens tout ça à jour, puis j'aime ça le savoir. Parce que donner un conseil à des gens, tu as toujours deux conseils. Hein? Tu as toujours, c'est ça qui va te donner le plus de sirop, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va te donner le plus de rentabilité. Il y a des choses qui n'en donnent pas de rentabilité. oui. Puis c'est vrai. Hein? Un évaporateur, s'il ne te fait pas sauver de carburant, ben, admettons qu'il ferait du plus beau sirop un peu. C'est parce que c'est des scènes, ça. On parle de scènes, là, la livre. Là. Oui. Tandis que quand tu travailles dans le bois, ben, c'est des livres, c'est des piastres que tu vas chercher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Tu gagnes un tiers de livre, c'est une pièce que tu viens de gagner par entaille. Alors, c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective, puis c'est important de le faire. Puis c'est dans ce mode-là qu'on est, nous autres. Là. Parce que, tu sais, de travailler dans le bois, c'est ça qui te fait rapporter plus d'argent. Moi, mon père, il a été vendeur pour les équipements à la pierre. Il a fait ça pendant une couple d'années. Fait que c'est une compagnie que je connais très bien, là. Puis, tu sais, quand est arrivé l'histoire des contingents, bon, quand le monde a fini par comprendre que si ton rendement augmentait, il t'augmentait aussi ton contingent, parce qu'ils font tout le temps la moyenne des 3-5 dernières années. Ouais, c'est ça. Tout augmente. Fait que là, qu'est-ce que les gars ont commencé à faire? Mettre de l'argent dans le bois, changer des relâcheurs, mettre de la tubeuse neuve, rapetisser les chalumeaux, pour essayer d'avoir le plus de rendement possible. Fait que ceux qui pensent que le contingent il est là pour limiter la production, c'est pas vrai, calique, c'est pas vrai. Ça limite pas la production, ça limite rien que le paiement. Mais sinon, quand tu as compris que quand ton rendement augmente, il te redonne du contingent, ben tu t'arranges pour que... Là tu as un objectif de faire augmenter ton rendement, là. Ben oui, puis aussi, ben, on ne va pas se le cacher, là, de contrôler la production, là, ben, ça aide à structurer le marché. Aussi. Parce que, on va dire que si tu ouvres les valves, le prix a tendance à baisser. On le voit dans plein de nouvelles cultures là, qui ne sont pas contingentées. Là, au début, il y en a, ils partent dans un domaine. Ben, regarde, tu as vu les pommes, on entend parler des pommes, le prix des pommes va baisser. Et là, à force de mettre des pommes au Québec, de mettre des pommes, ben, il arrive un certain moment d'année où le prix de la pomme ne peut plus monter. Fait que là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas contingenté, ils n'ont pas dit hey, on devrait dire arrêtez de vous installer dans les pommes. Ça se pourrait qu'on en fasse trop et qu'on ait de la misère à vendre. Tandis que de structurer le marché de la sériculture, ça a permis de tenir un prix stable. Puis, tu vois, là, puis de bâtir une réserve aussi. Ben oui, une réserve quand on peut la bâtir. Oui, mais là, l'année passée, on n'a pas eu de rendement dans les plus grosses régions. C'est pas mais évident. Tu vois, la preuve qui a été nécessaire, la réserve, c'est qu'elle a servi. Ah oui? Hein, elle a permis de maintenir un marché en équilibre. Mais tu sais, la gestion du prix, puis on ne se le cachera pas, tu regardes avant contingent puis après contingent, bien, le prix il est resté stable. Parce que sinon, les grosses années, ils ne te donnent rien pour. Fait que finalement, tu travailles beaucoup, puis ta rentabilité est moindre. Oui. Parce que là, tu as dépensé plus, puis... C'est ça. Puis là, tu sais, si tu n'as pas grand-chose ton sirop, tu n'es pas porté à aller investir dans le bois. Là. Ben non. Parce que là, les contingents, en fait, que le monde se sont mis à investir dans le bois énormément. Là. Fait que toutes les compagnies en ont profité. Là.
Fait que là, dans ce temps-là, tu Ben, fais bien plus de recherche et de développement, puis... Ah oui, oui. Puis de toute façon, on le voit aussi, là, tu sais. On a été pendant des années qu'il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à la recherche sur la sériculture. Puis là, il y a plein de centres de recherche qui s'intéressent à ça, là. Oui. Ouais. Puis c'est vraiment trippant parce que là, ils commencent à sortir des choses. On a des gens qui font des projets de fond sur les goûts de bourgeon, tout ça. Puis il sort des choses vraiment intéressantes, là. Moi, je pense qu'on a un bel avenir en acériculture, là. Oui, oui. Moi, en tout cas, c'est sûr que le temps des sucres, c'est un beau temps dans l'année. Puis tant mieux, c'est... tu sais, on parlait aussi du chef à la cabane. Ouais. Cette émission-là, là, a fait donner le goût à bien du monde de se griller, justement, d'une petite érablière, là. Ah ben, écoute, t'as pas idée. C'est le nombre de messages qu'on recevait, là, pour nous dire, hey, moi, parti une cabane, c'est grâce à vous autres, c'est moi, c'est vous autres qui m'avez donné le goût, puis oui, puis ce que ça a surtout fait, là, moi, que je pense, puis comme observateur, c'est que ça a redonné de la fierté aux gens de faire les sucres. Mais beaucoup de fierté. Tu sais, pas juste un petit peu, là, une bonne grosse vague, là, tu sais. Oui, oui. Tu sais, parce que, veut pas, quand on fait jamais parler de nous autres, là, tu sais, mettons, on va dire, c'est les producteurs de vin, on entend énormément parler d'eux, puis tu peux être, tu sais, c'est plus facile d'être fier dans ce temps-là, tu sais. Nous autres, pas tant, là, tu sais, avant un chef à la cabane, on n'entendait pas vraiment parler de nous autres encore, là. Non, c'est vrai, on n'entendait pas vraiment ça, mais depuis que l'émission a existé, là, il a rendu un engouement dans l'érablière, là, c'est fou, là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, vrai. Puis moi, je l'ai vu, là. Puis on le voit rien que parmi les pages Facebook, là. Tu as Ouais. érablière pour débutants, Hey, tu as Saint-Cléval en écoute, tête, il y en a ça beaucoup finit des pas. groupes. Ah, ça finit plus, là. Ça finit plus. Non, ça finit plus. Au début, nous autres, on essayait de suivre tout ça. On ne peut même pas tout suivre ça. On ne peut pas tout suivre les questions. On peut pas. On s'est limité à ce qui se passe chez nous. C'est assez. Oui, oui, ben c'est déjà pas mal, là, tu sais, le montage vidéo, comme que tu disais, l'ouvrage qu'il faut Ah mettre ouais. là-dedans, là. Ben, mais tu sais, mais c'est parce que, tu sais, à la fin de tout, là, bon, on a, tu sais, on est juste deux, là. Hein? Moi et Edith, là, on est deux. Edith, elle s'occupe énormément des réseaux sociaux, mais c'est la page Facebook Stéphane Guy Biologiste, la page Facebook Érable et Chalumeau, Instagram, YouTube un petit peu, de moins en moins, on essaie de plus rien mettre. Puis c'est notre site, là, après ça, qui est demandant, Ouais, là. tu vas envoyer le monde sur ton site. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, Facebook, nous autres, là, on a comme une règle, on se dit, nous autres, on ne paiera jamais Facebook pour se faire voir. Ben, tu vois, on a 11 000 abonnés, là, puis quand on sort une vidéo, là, ben, la plupart du temps, Facebook l'envoie juste à 2000 personnes. Ouais, Facebook sont plates pour ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu es abonné, tu penses que tu ne manqueras rien, mais tu manques la plupart des capsules, là. Fait que, une fois de temps en temps, ils nous en partagent une plus que d'autres. Comme là, tu vois, la vidéo sur l'entaillage qu'on a sortie il y a peut-être 3 semaines ou 3 semaines et moi, je ne sais plus, 3 semaines plus qu'un mois, je pense. Mais la première capsule, il l'a partagée à 11 000 personnes. Après ça, on a approché le 20 000 en tout. La deuxième, 1500. Même Ah, non, c'est sujet, ça. la suite, 1500. Puis là, L'algorithme ben, de on s'est dit, Facebook, elle aide pas personne. Et il non. s'arrange pour que tu sois obligé d'acheter une pub pour que là, il la Ben, fasse passer. nous autres, on n'a pas les moyens d'en acheter, tu sais, Érable et Chalumeau, on n'a pas les moyens de s'acheter des pubs. Fait qu'on a mis sur notre site Internet aux gens de s'abonner à notre infolette. Puis tu vois, on doit être rendu à 6000 personnes qui sont abonnées à notre infolette. Donc là, tu sais, on a une base de 6000 personnes qui reçoivent la capsule, plus ceux qui la partagent après. Mais quand les gens la partagent sur Facebook, ça aide énormément, là. C'est ça le secret, c'est le partage, là. OK. Ben oui. Puis là, vois-tu, là, présentement, là, tu t'arranges, tu es en veille d'entailler à ta nouvelle sucrerie. Ouais.
comment tu vois ça un peu ce printemps? T'as-tu une idée comment est-ce que ça va aller? On peut pas deviner Ben, ça, on va le savoir tout le temps c'est- après, là, mais. non, mais c'est drôle parce que j'avais fait pendant 3 années en ligne, j'avais fait une capsule prédiction. OK. OK? Cette année, je n'ai pas eu le temps de préparer une capsule prédiction. OK? On a des choses qu'on connaît de l'érable à sucre, OK, qui nous permettent de savoir est-ce qu'on a les conditions pour avoir des très belles saisons ou des moins bonnes. OK? On sait que quand à l'automne, il y a beaucoup de graines d'érable, ben, il y a une partie des réserves qui est dépensée, puis il y en a moins pour les sucres. Ouais, t'as un petit peu, ils Ouais. ont parlé de ça à la journée acéricole à Victoriaville, hein. Bon, ça, on le sait. Ça, on sait ça, c'est connu depuis plusieurs années, que les années qui suivent, quand tu suis une année de graines, tu as moins de chance. C'est pas tout le temps vrai, mais tu as moins de chance. OK? OK. Après ça, on sait que si l'année de croissance a été bonne, ben, il va y avoir plus de nouveaux bois. Puis s'il y a plus de nouveaux bois, il faut qu'il fabrique plus de sucre pour se protéger contre le froid. Mais s'il ne fait pas froid, il va moins se protéger contre le froid. Il aura beau avoir poussé vite, mais s'il ne fait pas froid, il va moins se protéger. Mais il y a plus de bois quand même. OK. Pire, c'est une petite année de croissance à cause d'une sécheresse ou quelque chose comme ça. Là, on part avec une prise, on va dire. On part en plus mauvaise condition. Après ça, le couvert de neige, on s'entend que ce n'est pas nécessaire pour la coulée. Non, Ce qui parce est qu'il important, y a bien des places qui n'ont pas de neige, puis ils ont des récoltes de sucre pareil, là. la seule affaire qu'on a besoin, c'est de l'eau dans le sol. S'il pleut, ça compense amplement. Mais s'il ne pleut pas, là, ça ne peut pas couler. Il faut que les racines soient dans l'eau pour avoir des coulées abondantes. Ça, on a besoin de ça. Puis on a besoin du gel-dégel. Oui, parce Mais que on était une couple d'années. Il me semble que le oui, printemps, dans le temps des sucres, faisait beau, puis il ne fait jamais mauvais. Tu sais, ça prend du ouais, mauvais temps dans le temps des sucres. ben, un petit peu de pluie. De la pluie, c'est toujours un peu le bienvenu. Puis, tu sais, la neige n'est pas toujours pareille. Tu sais, tu as des neiges qui isolent, puis qu'au lieu de fondre, ils subliment, là. Ils s'en vont direct en vapeur. On dirait qu'ils ne laissent pas d'eau en fondant, là. Bon, mais à chaque année, ça, c'est bien différent. Mais l'affaire la plus importante, le sol n'est pas gelé cette année. Là, on sait que ça a été une super saison de croissance cette année. On sait qu'il n'y a pas eu énormément de graines dans plusieurs secteurs. Il y a juste quelques secteurs, je pense, qui ont eu une bonne année de graines. On sait après ça que le sol n'est pas gelé à nulle part. Donc, on a 3 facteurs positifs pour avoir une belle saison. OK. Quand le sol n'est pas gelé, ça veut dire que dès qu'il y a de l'eau dans le sol, ça part. Mais quand le sol est gelé, il faut que la croûte dégèle en premier. Il faut que l'herbe se Ça, c'est long. désarme, là. Oui, ça c'est long. Mais sinon, tu n'as pas besoin de trop décerner, là. Fait que ça marche bien. Fait que là, on a déjà 3 paramètres qui sont favorables. Là, on ne sait pas. En fait, moi je m'amuse souvent à dire il y a une année El Niño qu'on a eue, que l'hiver a commencé en février. Puis on a pelleté les mains cette année-là. En 2008. Ah ah! L'hiver a commencé tard et on a pelleté les mains. Hey, moi, je me Fait que c'est souviens, jamais gagné à 100%, là, tu sais. cette année-là, mon père avait été en vacances, lui, au début janvier. Puis il avait mouillé. Il avait mouillé en tabarouette. Assez que la rivière Nicolette avait décollé. Puis il y a eu un embarque en avant de la batture. 2018, pas 2008, 2018. Non, 2008. Je pense que c'est ça. 2008? 2008. Ben oui, L'an dernier. 2008, là, le maire Labombe voulait avoir 400 cm à Québec pour le 400e Ah ouais. anniversaire. Ah ouais. C'est l'année où il y avait eu bien de la C'est neige. là que tu te rappelles. Ben ouais. Fait que là, mon père, il revient de vacances, il m'appelle. Il dit Colvas, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a mouillé, une affaire épouvantable. Il n'y avait plus de neige à partir du 5 janvier à peu près. Plus une graine de neige, avait tout fondu. Mais il a neigé, puis par après, mais il a neigé en maudit. Puis la grosse tempête du mois de mars, c'est-tu le 8 mars? Ah ouais, c'est ça. 6, 7, 8 mars dans ce coin-là, là. La grosse tempête, tabarouette, là, c'était l'enfer. Les chars, il y avait des chars de pris dans le chemin. Ce qui arrive, c'est que l'année El Niño, c'est que tu as beaucoup d'humidité captée, puis elle est chaude, cette humidité-là.
Puis elle empêche la masse nordique de descendre. La masse froide du nord, ça l'empêche de descendre. Sauf que si elle se tasse juste un petit peu, tu as toutes les conditions pour la neige. Là. Oui, oui. On peut retomber, nous autres, en hiver, n'importe quand. C'est pour ça que je dis, moi, je n'ai pas entaillé, parce que moi, je n'ai pas pris pour acquis que le printemps serait hâtif. Pas encore. J'ai rien qui. 3 jours de dégel la semaine prochaine, à la fin de la semaine, là, pour moi, ça ne m'indique pas que le printemps va commencer. Là. Pas encore. Oui. Mais cette année-là, le 10 avril, le ski dozer tapait encore les trails de skidoo. Ouais. C'était l'enfer. Il y avait eu de la neige. 3 semaines de temps à pelleter des mains. Puis la saison, t'as de la merde. Il n'y avait pas de rendement. Ben, tu vois, en acériculture, moi, je m'amuse souvent à dire parce que, écoute, c'est quoi une saison normale? T'sais. Moi, je dis au monde, je dis, une saison normale, c'est exceptionnel. Puis une saison exceptionnelle, c'est normal. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça, l'acériculture. Non, parce on que sait pas. en acériculture, on ne sait pas quel genre de journée qu'on va avoir. On peut avoir une journée où ça coule en fou. Des journées qui fait beau, finalement, ça coule un peu moins bien. Tu sais, imagine si la production laitière était comme la production acéricole. Tu arrives le matin dans les tables, les vaches ne donnent pas de lait. Tu arrives le soir, ils donnent 4 fois plus de lait que d'habitude. Hey, ça serait l'enfer. C'est pas gérable. C'est pas gérable. Mais c'est surtout que, tu sais, nous autres, là, on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Là. Okay? Moi, ce que je fais quand on dit qu'il y a un réchauffement climatique, je regarde ce qui se passe un peu plus au sud, parce que je me dis, dans le fond, c'est ça qui va nous arriver. Tu sais, il y a des endroits, là, aux États-Unis, ils font 6 livres l'entaille facile, là. Puis ils font ça en 6 coulées. Des pics incroyables de coulées qu'on ne connaît pas, là. Puis là on commence à entendre parler du monde. Hey, là, cette année, j'ai eu ma coulée historique. Ben ouais, ben prépare-toi. C'est ça qui s'en vient. Là. Hey, c'est là, 2 ans, 3 ans, on avait pogné une journée. En tout cas, on a eu 1,8 gallons d'eau à l'entaille pendant une journée. C'est ça. Hey, ça coulait en tabarouette. Nos standards d'un gallon de réserve, là, qu'on se disait, là, qu'on est lousse en masse, là. Notre standard ne tient plus. Hein? Non. Il n'y a plus personne, mettons que dans ceux qui ne sont pas de temps plein dans les rabières, qui peuvent penser gérer ça avec un gallon aujourd'hui, puis pas n'en échapper. Là, moi, le site que j'ai acheté, j'ai à peu près 2700 entailles, 2750 dans ce coin-là. Puis j'avais acheté un premier bassin de 2600 gallons. Puis là, on ne l'a pas exploité la première année. Ça, c'est 2022. Fait qu'on ne l'avait pas exploité, mais mon bassin était déjà acheté. Là, maintenant, le printemps 2022, maintenant, on pogne une grosse coulée. Là, je dis à mon père, tu sais, la chaîne pour mettre les bassins, là, on va la faire assez grande pour mettre un deuxième bassin dedans, je pense. Puis à un moment donné, dans la saison, il arrive, il me dit, tu sais, le deuxième bassin, je pense que tu vas l'acheter tout de suite. Fait que là, j'ai 2 gallons d'eau de réserve sur ce site-là. Si jamais on a une bad luck, on est capable de stocker. Parce que la grosse coulée d'1,8 gallons d'eau à l'entaille, là, maintenant, je dis à mon père, tu sais que si on a un séparateur qui flanche, là, on est dans la merde, là. Complètement. On n'a pas échappé une goutte d'eau. Ah, imagine, Stéphane, cette fois-là, des tuyaux 1 pouce écart qui rentrent par bouchon. Ah, imagine-toi. Ben oui. Là, l'employé, mon père, il dit Calique, il n'y a plus de pression au bout des lignes. Mon père, occupe-toi pas des pressions, fais rien que t'assurer qu'on n'échappe pas d'eau. C'est tout. Non, mais de toute façon, tu n'en as pas besoin. Quand ça sort de l'arbre tout seul, tu n'as pas besoin de tirer. Non. Mais là, hey, ça rentrait par bouchon aussi. Bon, hey, non, c'était fourré cette fois-là. Oui, c'est ça. Fait que tu vois, nos designs de tout ce qu'on fait vont être influencés par le changement climatique. Là, puis ouais, moi, ça ne me dérange pas si on s'en va vers le meilleur. Là. Je ne serais pas déçu. Mais encore là, ça prend du gel puis du dégel. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Gel, dégel. Puis tu sais, c'est pas. Nous autres, là, on a fait une expérience. Quand on était à l'île d'Orléans, c'était la pandémie, puis on m'en est. On ne savait plus quoi faire. Tu sais. Fait qu'on a décidé de faire une expérience qui était très grugetant. On a mis des thermomètres à l'intérieur des chalumeaux. Ah ouais? Ouais. On a mis des. Fait que là, on a percé
on a rentré un thermocouple à l'intérieur de l'arbre en passant par le chalumeau. Puis là, on s'est dit, on va vérifier tout ce qu'on peut vérifier. Fait qu'on voulait savoir quelle température il faisait dans l'arbre. Ça nous permet de savoir est-ce que le vent influence la coulée, tout ça. Après ça, on voulait savoir est-ce qu'un chalumeau foncé versus un chalumeau pâle, c'est quoi la différence? Eh bien, on a découvert, écoute, il y a quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, dans le fond. C'est que, premièrement, quand on dit gel-dégel, là, on dit qu'il ne faut pas que ça gèle. Souvent, on va dire plus froid que -7. Sinon, ça ne sert à rien. Mais c'est parce que ça commence à geler dans l'arbre à -7. OK. Jusqu'à temps qu'il fasse -7, la température à l'intérieur de l'arbre est au-dessus de 0. Fait que le mécanisme d'absorption, il fonctionne toute la nuit si c'est -7. Mais si c'est -10, ça stoppe. Fait que là, ça ne monte plus dans l'arbre, ça ne sert à rien. La nuit est trop froide. Puis pareil pour la chaleur. Si c'est trop chaud, puis là, tu sais, 4 degrés, 7 degrés, c'est pas chaud. Hein? Mais s'il fait soleil, là, il peut faire 19 dans l'arbre. Ouais, c'est ça. Le soleil n'est pas pareil, là. Ouais. Puis là, ben là, c'est là qu'on a compris que la couleur d'un chalumeau, ça ne sert absolument à rien parce qu'il fait toujours plus chaud dans l'arbre que sur le chalumeau. OK. Toujours. Puis Le matin, le vent. le matin, c'est l'arbre qui dégèle le chalumeau. Ah ouais. Puis, hein, c'est l'arbre qui dégèle le chalumeau. Puis aujourd'hui, là, je suis même. Je commence à comprendre des affaires dans le mécanisme de la coulée. Là. Puis l'arbre dégèle le chalumeau. Okay? Puis ça, c'est presque tout le temps. Et puis la sève se refroidit dans le 5-16 en descendant. Elle sort presque tout le temps plus chaud de l'arbre qu'elle rentre dans le Maine. Là, elle se réchauffe dans le Maine. Ouais. Elle se réchauffe dans le Maine. Mais vraiment, là, les journées qui fait soleil, là, c'est très, très chaud dans l'arbre. Puis même du côté sud, là. Du côté sud, côté nord. Là. OK, autant d'un bord que de l'autre. Autant d'un bord que de l'autre, il y a une différence. Ou si tu entailles au nord, ça n'a pas d'influence que si tu entailles au sud, mettons. Il n'y a pas une grosse différence de dégel, là. C'est hallucinant. Ah oui, pour moi, là, je suis tombé sur le dos. Moi, j'étais convaincu que c'était bien long à dégeler au nord, mais pas du tout, pas du tout. L'arbre, la chaleur se distribue bien à l'intérieur. Puis le vent, ça doit influencer. Parce que moi. Le vent, c'est fou. Tu sais, on dit souvent des objets que le facteur vent n'est pas important. C'est vrai que le facteur vent, ça ne va pas refroidir un érable, mais ça va l'empêcher d'être chaud. OK. Parce que, admettons, je te donne l'exemple. Il fait 7 dehors, il fait 19 dans l'arbre. S'il commence à venter, il n'accumule plus de chaleur sur l'écorce, fait que la température baisse dans l'arbre. Oui. C'est instantané, là, ça prend quelques secondes. Tu sais, c'est fou, là, c'est rapide. Parce qu'il y a un site qu'on loue, on a un 2400 en taille, puis lui est entouré de champs, ce petit bois-là. Puis elle est frileuse. À la minute qu'il y a un vent, on voit la production, elle chute carrément. Bon. Puis là, comment une érablière peut arrêter de couler pendant qu'elle est au-dessus de 0? Parce que si on comprend le mécanisme de la coulée, là, le bout qu'on en sait, c'est que dans le fond, les gaz qui sont dans les branches, quand ça refroidit, ils se compriment. Ils se compriment plus vite que l'équilibrage des gaz qui vont être perméables à la branche. OK? Fait que ça fait un appel d'eau. Mais là, imagine-toi, il fait 10 degrés. Il fait 10 dehors. Là, ça a réchauffé, les gaz ont pris de l'expansion. Tu tombes à 4, les gaz compriment. Il fait 4 degrés, mais ça ne coule plus. Là, il arrive un coup de vent. Les gaz ont commencé à comprimer, ça ne coule plus. Le vent s'en va, ça s'en met à couler. C'est ça, là, les températures, là, cette année-là qu'on a pris les températures, là, c'était compliqué parce qu'on passait d'un arbre à l'autre avec le thermomètre, en tout cas, puis on aurait aimé ça être plus riche, puis avoir des thermomètres avec tout qui rentre avec les data loggers à la maison. Mais là, on n'a pas ça, fait qu'on se déplaçait d'un arbre à l'autre pour prendre la température, puis on y allait plusieurs fois par jour, puis c'était vraiment le fun. C'était très instructif. Ça, c'est une belle expérience qu'on a faite. Là.
Puis y a-tu d'autres expériences du genre que tu as faites chez vous ou dans le temps que tu étais au centre à serre? Ah, écoute, ça finissait pas. Écoute, tout est à faire. Hein? Fait que ça finit pas. Nous autres, on teste tout le temps plein de choses. Tu sais, tantôt, je te dis, j'ai commencé à te parler de l'entaillage. Là. Bon, ça fait des années que tout le monde me dit, c'est quoi la meilleure mèche d'entaillage? Puis je dis, on ne sait pas. J'ai dit, il n'y a personne qui a regardé ça. Puis là, à un moment donné, à force d'être tanné de dire qu'il n'y a personne qui a regardé ça, bien, on a coupé des arbres, puis on a coupé l'entaille en deux, puis on a regardé le bois, il était comment. Puis resté surpris. Moi, OK. moi, moi, je savais déjà que mon trou était plus rond quand je perçais à basse vitesse. Tu sais, je savais ça, que j'avais plus de facilité à être étanche. Mais je ne savais pas si mon trou était beau en dedans, par exemple. Hey, ça, Ouais, j'en ouais. avais aucune idée. Mais moi, je prétendais que c'est mieux de ne pas avoir de bulles. Puis quand je perçais à haute vitesse, mon trou n'était jamais très beau. Fait que j'avais des bulles. Là, j'ai pris des ralentis. Premièrement, on me voit bouger quand j'étais à haute vitesse parce que ça fait brasser ma main. Je manque mon départ. Fait que moi, je ne suis pas capable de faire des trous parfaits à haute vitesse. Il faut que je perce à basse vitesse. Puis, quand je regarde l'intérieur du trou, à haute vitesse, c'est comme un peu scellé. Fait que on ne voit pas les fibres de bois. Tandis que quand je suis à bas, mais écoute, ça, c'est long de faire ça. Il faut que tu coupes l'arbre. Tu découpes les entailles une après l'autre. Tu les prends au microscope. Tu fais les photos micro, macro, puis tu étudies les photos. Nous autres, on comptait les trous, voir combien on envoie des trous, en tout cas. Bref, un petit protocole qu'on s'était bâti. Puis moi, ça m'a convaincu que moi, là, je perce à basse vitesse, En puis première. je fais ah ouais, en première vitesse, puis je fais des vraiment plus beaux trous en première vitesse. Mais ça, moi, je disais, aller jusque-là, je disais toujours au monde, ben, il n'y a pas des tonnes d'études. Puis, moi, si j'étais vous autres, j'irais avec la vitesse que je suis confortable. Parce que l'important, c'est de faire un trou rond. Puis aujourd'hui, je vais dire, ben, l'important, puis je ne pense pas qu'il y a du monde qui sont capables de faire des trous ronds à haute vitesse. Là. Tu sais, parce que le coup qui part, il est dur à arrêter. Il est vraiment difficile à arrêter. Mais ça se peut. Quelqu'un beaucoup plus fort que moi va peut-être être capable, mais il va être crispé parce qu'il va falloir qu'il tienne vraiment sa perceuse très fort pour que ça fonctionne. Mais à basse vitesse, c'est sûr que le bois est beaucoup plus beau. Puis l'autre affaire la plus importante, c'est que quand tu arrives au fond du trou, il faut que tu sortes au plus vite. Tu niaises pas là parce que les tours dans le vide Bon, vont glacer le trou. sceller l'entaille. Ça va Ouais, glacer le trou. ouais. Fait que là, tu rentres, tu sors. Tu ne taponnes pas taponnes pas cet endroit-là, tu sors le plus vite. Mais ça, c'est des petites choses qu'on fait, nous autres, là, pour répondre à des questions. C'est vraiment pour répondre aux questions du monde. Puis surtout, quand tu es en deuxième, mettons, la, la rip, elle sort plus vite. Puis tu n'as pas le temps de la voir. Tu sais, tu peux pogner du brun, mais tu n'as pas le temps Ouais, vraiment de la voir. Là. ouais, 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 ouais. Tu sais, tantôt, quand on disait un protocole intéressant que j'ai vu qui vient du Vermont, c'est de ramasser la ripe pour regarder. Ils pesaient le bois brun puis le bois blanc. Puis ils ont remarqué qu'ils perdaient jusqu'à 50 de coulée quand il y avait du bois brun. Ouais, puis ça fait une fuite, bien souvent. Mais c'était une belle façon de le compter. Hein. Ouais, ouais, C'était ouais. un protocole vraiment original là, de le faire, ça. Ça, c'est un des beaux protocoles là, que j'ai vu là, qui sort de là-bas. Là. Puis c'était vraiment intéressant là, de tout séparer au microscope, puis de peser le bois brun versus le bois blanc, puis de regarder la coulée ensuite. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là. Good. T'as-tu d'autres choses à dire, Stéphane? Écoute, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais je pense qu'on. Ah, ça fait au-dessus d'une heure et demie, là. Ah ouais, OK, bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Hein. Ah oui. C'est une très belle aventure qu'on vit, moi et Edith, dans Érable et Chalumeau. Là. Vraiment, là, moi, si j'ai à dire quelque chose, là, c'est que les acériculteurs, c'est du monde extrêmement gentil. Puis c'est beau ce qu'ils font. Hein? Produire un sucre qui ne demande pas la déforestation, c'est extraordinaire. Fait que juste ça, c'est merveilleux. Non, ben c'est ça. On a une belle richesse quand même ici, là, le Québec, avec
le climat parfait, si on veut, pour l'érable à sucre. En tout cas, le nord-est de l'Amérique du Nord, là, Ah ouais. puis Québec en occupe une bonne partie là-dedans. Fait ah non, c'est tellement une belle production, puis c'est un produit qui est quand même unique, puis c'est ça qui est le fun. Mais je sais que Équipement Lapierre avait setupé une érablière en Russie. Mais là, Ouais. après ça, il est arrivé à la guerre, puis on n'a plus jamais rien vu qu'est-ce qui se passe là, mais sais-tu si c'est encore en opération, ça, ou... Ben, ça l'était, là. Moi aussi, j'ai pas redemandé, mais c'est un produit. Ben, eux autres, les érables qu'ils ont, c'est c'est- c'est moins bon. OK, Moins bon que nous autres. Fait qu'on on n'a pas à se stresser qu'ils en fassent beaucoup, là. Ils nous battront jamais sans saveur, là. OK, bon. Eux Ouais, autres, c'est mais... de l'érable eux autres sont sur l'érable de Norvège, là, puis c'est pas super, là. OK. Bon, anyway, russe et qualité, on repassera, là. Ouais, non, mais non, mais oui, c'est vrai qu'il avait fait ça, puis c'était intéressant. Puis c'est toujours à la fois, c'est toujours déchirant, tu sais, quand tu dis tu vas vendre ailleurs, on va-tu se créer des compétiteurs, tu sais? Parce qu'il y a le Japon aussi qui a beaucoup d'érables, hein. Beaucoup d'érables au Japon. Ils boivent la sève là-bas, mais ils ne font pas de sirop nécessairement. Il y a une ou deux cabanes là, qui font le sirop, là, mais de base, eux autres, ils boivent la sève. OK, ah ouais. Oui, oui, c'est culturel, les autres, là, au printemps, de prendre de la sève d'érable, mais pas le sirop. Mais c'est-tu de l'érable à sucre ou c'est une autre sorte d'érable Non, qu'il y non, a? c'est d'autres sortes d'érables, là. L'érable à sucre, on est comme privilégiés, là, c'est à nous autres, ça. OK. Il y a quelques projets. Écoute, il y a un Français qui s'est équipé au Québec, OK, puis il fait du sirop d'arbre, lui, là-bas en France, puis il s'est planté des érables à sucre, puis il commence à être beau, là. Ah oui. Ouais, 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 ouais. Mais il fait son sirop avec de la platane, avec toutes sortes d'affaires. C'est fou, là. Puis il nous écrit de temps en temps pour poser des questions. Puis c'est vraiment sympathique, là. Puis, mais oui, il se fait quelques autres sirops d'arbres sur la planète, mais pas à notre échelle à nous autres. Puis il me semble que la pierre ont déjà livré un champion en Haïti. Je me demande si c'est pas pour Ouais, faire bouillir ouais, de la canne à sucre, là, je sais pas trop, hein. mais il y avait de l'aloès aussi, là, du jus d'aloès, je pense. Ah ouais? Oui, il y a ça aussi qui a été fait, là, mais il y a de la canne. Mais ça, c'est drôle. De façon régulière, il y a du monde qui me demande des conseils pour voir comment on le vend un évaporateur, parce que c'est pas tout à fait pareil, hein, tu sais, c'est pas les mêmes réactions de sucre, c'est pas nécessairement balancé à l'identique, là. Fait que, ouais, c'est intéressant, ça. Ben, nous autres, c'est fait pour faire des saveurs, là. Fait que c'est pas. Ben, c'est conçu pour l'eau d'érable, là. Carrément, là. Ouais. Ben, on dit que c'est fait pour les saveurs. C'est oui puis non, parce qu'en réalité, on, sont conçus pour faire un sirop pâle, là, tu sais. On Ouais, ouais. pourrait faire plus de saveurs, là, tu sais. On sait comment faire. Ouais, non, c'est ça. Mais il vaut moins cher. Fait qu'on on le fait pas tout le temps, là. Good. Hey, Stéphane, un immense merci d'avoir accepté mon invitation. Parce que dans le fond, on s'était rencontrés à la journée Impact à Séricole, là, à Victoriaville, au début du mois de janvier. Puis c'est là que je t'avais lancé une invitation, puis là, tu m'avais dit oui. Parce que la première fois que je te l'avais demandé, tu avais refusé, mais tu sais, je commençais, puis tu savais pas pantoute, tu sais, qu'est-ce que je faisais. Puis tu me disais que tu n'avais pas le temps, mais tu sais, de la manière que je les bâtissais, là, c'est pas ça qui occupe le plus de temps au monde, là. Surtout quand on n'a pas à se déplacer. Mais si je te disais que de base, on reçoit par semaine là, des invitations pour souper, pour ci, pour ça, Hein? pour Ouais, ouais, ouais. toutes sortes d'affaires, conférences, patati, patata, là. On n'aurait pas assez de nos semaines. Fait que de base, on dit non. Puis si la personne en revient, mais on se dit, bah, c'est sérieux. Ouais, mais l'invitation de vive voix, c'est pas pareil, tu sais, c'est... Oui, c'est pas pareil, là. Tu sais, puis on a souvent tendance à négliger le facteur humain, hein. C'est facile de dire non par écrit, là. Tu dis, ah,
il fait juste m'écrire, on va dire non. Oui, oui. Mais en tout cas, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir, puis c'est un beau format, là, ce que tu fais. Là. Yes, merci beaucoup. Puis tout le monde, ben, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Donc sur ce, merci beaucoup. À la prochaine.